Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur le livre Les Blancs, les Juifs et nous de Houria Boutelja, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 14 diapositives. L'autrice est une franco-algérienne née en 1973 à Constantine, en Algérie. Elle est diplômée de langues étrangères et salariée de l'Institut du monde arabe depuis 2001. C'est une fondation de droit privé financée majoritairement par l'État français et plusieurs pays de la Ligue arabe. Son militantisme politique commence avec la fondation d'un mouvement, les Blédardes, qui s'oppose au mouvement Ni pute ni soumise de 2004. Puis en 2005, elle cofonde avec Youssef Boussouma le mouvement des indigènes de la République, qui aboutira au Parti des indigènes de la République en 2010, dont elle sera porte-parole jusqu'en 2020. Ce parti prétend lutter contre toutes les formes de domination impériale, coloniale et sioniste qui fondent la suprématie blanche à l'échelle internationale. Son livre est publié en 2016, c'est-à-dire 6 ans après la crise grecque de 2010 et 2 ans avant le mouvement des Gilets jaunes. Étudions dès à présent le contexte historique dans lequel l'autrice considère qu'elle s'exprime. Et pour commencer, constatons avec le passage qui suit, dans lequel elle s'adresse aux Juifs, l'existence d'une défiance vis-à-vis de l'histoire officielle qu'elle trouve manipulée. Je cite : « Quand je pense à tous ces escrocs qui cambriolent notre histoire, qui s'y introduisent par effraction pour, par exemple, nous décorer au motif que nous vous avons protégés contre Vichy. » Et voici comment l'autrice invite les indigènes à échapper aux manipulations pour retrouver la fierté de leurs origines. La preuve de nous-mêmes, nous allons la chercher dans le passé, auprès de la mythique civilisation arabo-andalouse, seule capable de rivaliser avec la grandeur supposée de la civilisation occidentale, alors que nous ne sommes que des enfants de Fela venus des Douars, des Aurès ou du Rif. La civilisation arabo-andalouse pourrait faire l'objet d'une série de vidéos, car elle a elle-même longtemps fait l'objet de manipulations. Par ailleurs, l'autrice adresse le message suivant aux juifs séfarades vivant en France. « Vous qui êtes séfarades, vous ne pouvez pas faire comme si le décret Crémieux n'avait pas existé. Vous ne pouvez pas ignorer que la France vous a fait français pour vous arracher à nous, à votre terre, à votre arabo-berbérité. » Dans ce contexte historique, et considérant l'actualité de la crise de l'euro, qui fut particulièrement forte en Grèce, l'autrice s'exprime sur le déclassement du prolétariat blanc. Je cite : « Votre statut social se dégrade. Le capitalisme sous sa forme néolibérale poursuit son œuvre impitoyable. Il grignote vos acquis sociaux, ou, pour le dire d'une manière plus juste, vos privilèges. Jusque-là, pour sauver la social-démocratie, c'est-à-dire vos intérêts de classe moyenne blanche, vous vous êtes servi de nous. » Notons que ce discours, par son assimilation des acquis sociaux à des privilèges raciaux, ressemble au discours libéral. Par ailleurs, l'autrice se réjouit du déclin de la gauche ouvrière. Je cite : « Quant à la gauche ouvrière, elle a renoncé à vous. Vous avez renoncé à elle, de cela je ne vous blâme pas. » Il y a donc lieu de s'interroger sur l'orientation politique de Boutelja. Est-elle libérale ? Voyons maintenant en résumé le message que l'autrice adresse aux Juifs. Je cite : « Nous avons un destin commun, comme nous avons potentiellement un avenir politique commun. Cela dépendra de ce qui, dans votre personnalité façonnée par cette foutue modernité, prendra le dessus. Le sionisme et le confort de la dimitude, ou la conscience de votre éternel sursis. À ce stade, je pourrais simplement me contenter de vous tourmenter et tracer ma route. Car aujourd'hui, vous et nous ne sommes pas situés au même niveau dans l'échelle des oppressions. Vous êtes en train de perdre des amis historiques, vous êtes toujours dans le ghetto, et si nous en sortions ensemble ? L'échelle des oppressions n'est donc pas une fake news d'extrême droite. Il y a bien des gens qui hiérarchisent les races en fonction d'une échelle d'oppression. On peut maintenant se demander si Boutelja n'est pas raciste libéral. Par ailleurs, je considère que le livre de Julien Cohen-Lacassagne, intitulé Berbère juif, et qui a déjà fait l'objet d'une fiche de lecture, constitue une réponse d'un juif à cet appel de Boutelja. Le message adressé aux juifs s'accompagne d'un certain nombre de stéréotypes attribués classiquement aux juifs. On retrouvera les mêmes chez Jean-Paul Sartre dans la fiche de lecture sur le livre Réflexions sur la question juive.
Je cite le premier stéréotype concernant la pratique du doute. Au fond, vous savez que le philosémitisme qu'affiche la France est un masque. Vous êtes juif, donc vous doutez. C'est ce doute qui vous fait internationaliste. Autre citation sur le caractère universaliste des juifs. Vous avez renoncé à déchoir les blancs de leur trône et leur avez prêté allégeance. Vous avez abandonné le combat universaliste en acceptant le pacte racial de la République. Les blancs comme corps légitime de la nation en haut, nous comme parias en bas, et vous, peuple tampon. Celle-ci a le mérite d'aborder la question de la légitimité, mais a de quoi laisser perplexe. Qui sont les blancs en haut ? Les gilets jaunes sont-ils au-dessus des Rothschild, de Bernard-Henri Lévy ou de Cyril Hanouna ? Enfin, concernant les aspirations révolutionnaires historiques des Juifs, les Blancs vous ont offert Israël, et ils ont fait d'une pierre deux coups, se débarrasser de vous comme prétendant à la nation, et comme révolutionnaires historiques, et faire de vous les plus ardents défenseurs de l'Empire en terre arabe. Je pose dès à présent la question suivante, mais de quel empire parle l'autrice ? Après avoir exprimé le constat de leur déclassement, l'autrice va adresser un message aux Blancs. Explication avec cette citation. Qu'offrir aux Blancs en échange de leur déclin et des guerres que celui-ci annonce ? Une seule réponse, la paix, un seul moyen, l'amour révolutionnaire. J'emprunte la formule amour révolutionnaire à Sheba Sandoval. Je ne sais pas quel contenu elle lui donnait, mais l'expression m'a plu. Voici une autre formulation de ce qui semble être le même message. Plutôt qu'une nation blanche aigrie et égoïste, avez-vous pensé à un internationalisme domestique, plus armé contre les ravages du néolibéralisme ? Je voudrais ici souligner le paradoxe de l'expression d'internationalisme domestique. S'il y a internationalisme, il n'y a pas de nation. Mais alors à quelle maison le terme domestique fait-il référence ? Je pense que les contradictions que l'on a commencé à voir peuvent s'expliquer par l'engagement psychologique personnel de l'autrice dans son livre. En voici quelques témoignages. Pourquoi j'écris ce livre ? Parce que je ne suis pas innocente. Je vis en France, je vis en Occident, je suis blanche. Rien ne peut m'absoudre, je déteste la bonne conscience blanche, je la maudis. Autre citation, adressée aux Blancs, où transparaît un net ressentiment. Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant. Vous ne le méritez pas. Je ne suis pas vous et me refuse à le devenir. La seule chose que je veux vraiment, c'est vous échapper autant que je peux. Pourquoi reste-t-elle en France alors qu'elle souhaite échapper aux Blancs ? Voici la réponse. La France a été notre salut et celui de la famille proche restée en Algérie, que mon père a nourri pendant 3 décennies avec son salaire de misère. L'Algérie nous a trahis, elle ne nous a offert aucune perspective, malgré le rêve de nos parents d'y retourner. Ce sera notre éternel dilemme, rester et subir l'humiliation, partir et crever la dalle. J'identifie 2 problèmes d'ambiguïté majeure dans ce texte. Le premier, c'est l'identité des groupes humains constitués par l'auteur. Sont-ils sociaux ou raciaux ? Une première citation donne l'impression qu'il s'agit de groupes raciaux. Je cite « Paradoxalement, vous découvrez que vous êtes blanc, surtout les Français, lorsque nous vous nommons blanc. En fait, vous ne découvrez rien, vous répugnez juste à être nommé, situé, et qu'ainsi soit dévoilée votre culpabilité et rendue vulnérable votre immunité. » Plus tard, elle affirme au contraire que ces groupes sont définis par un statut social. Je cite « Blancs, juifs, femmes indigènes et indigènes sont sociales et politiques. Elles sont des produits de l'histoire moderne, au même titre qu'ouvriers ou femmes. Elles n'informent aucunement sur la subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique des individus, mais sur leurs conditions et leur statut. » La citation suivante fera la transition avec la seconde ambiguïté majeure. La race blanche a été inventée pour les besoins de vos bourgeoisies en devenir, car toute alliance entre les esclaves pas encore noirs et les prolos pas encore blancs devenait une menace pour elle. Dans le contexte de la conquête de l'Amérique, rien ne prédestinait vos ancêtres à devenir blancs. La race blanche serait donc une invention culturelle apparue dans le contexte de la colonisation de l'Amérique. Mais l'Amérique, qui pratiquait encore la ségrégation raciale dans les années 60, constitue un contexte historique bien différent de celui de la France,
dont le président du Sénat de 1947 à 1968 était noir. Pourtant, un grand nombre des reproches que Boutelja adresse aux Blancs viennent des États-Unis. Je cite : « La seule vraie question, c'est celle des Indiens d'Amérique. Ma blessure originelle. Les cow-boys sont les gentils et les Indiens les méchants. Sitting Bull a été anéanti par ce mensonge. Le héros de la célèbre bataille de Little Bighorn, qui fut assassiné en 1890, et son descendant Léonard Pelletier, croupi dans un cachot. Ses ancêtres se sont brisés contre ce mensonge, il les a terrassés. Il est aussi ridicule d'accuser les prolétaires blancs de la France du XXIe siècle d'être responsables du sort de Sitting Bull que de lire Boutelja à l'algérienne s'attribuer l'héritage du chef indien. Mais peut-être tient-on l'identité de l'Empire dont l'autrice dénonce l'action ? S'agit-il de l'Empire américain ? En dépit de ces ambiguïtés, je retiens quelques idées qui me semblent originales et intéressantes. Par exemple, la mise en accusation de la modernité. Je cite : « En 1492, ce qui s'impose aux Amériques, c'est moins un système économique qu'une civilisation, la modernité. » L'idée n'est pas tellement développée ni même explicitée, mais j'ai l'impression que l'autrice choisit de lier les concepts de modernité et de race blanche. Un exemple dans cette autre citation : « Qui se cache derrière le jeu cartésien ? Ce jeu est un jeu conquérant. Il est armé, il a d'un côté la puissance de feu, de l'autre la Bible. C'est un prédateur, ses victoires l'enivrent. Je pense donc je suis l'homme moderne, viril, capitaliste et impérialiste. » Je ne crois pas qu'il soit pertinent de dire que la modernité en France avait une Bible dans la main. Surtout, je ne suis pas certain que la modernité soit blanche, et je produirai prochainement, pour me justifier de cette opinion, des fiches de lecture sur Moïse Maïmonide, Thomas d'Aquin et Averroès. L'idée que les Blancs traversent une crise civilisationnelle est également intéressante. On la voit exprimée dans cette citation. Plus qu'une crise de perspective, nous assistons à un effondrement moral, une crise du sens, une crise de civilisation, qui se confond avec une crise de la conscience occidentale, et qui de plus en plus ressemble à un suicide. Voilà les effets d'une civilisation moderne qui a privilégié l'individu sur la métaphysique, l'histoire sur l'éternité, le progrès sur la tradition, les valeurs viriles sur la sensibilité. Elle ajoute : « Les Blancs savent bien que leur société est sèche, ils se savent égoïstes et individualistes, et ils en souffrent. Mais ils manquent d'imagination pour penser d'autres horizons. Parce qu'ils n'ont plus de mémoire, ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité. Ils ne se souviennent plus du temps où ils étaient solidaires et où ils avaient encore des cultures, des chants, des langues régionales, des traditions. » Il me semble que l'autrice ignore ou feint d'ignorer que les Blancs n'ont pas oublié leur culture, mais qu'ils sont systématiquement accusés d'être racistes, spécistes ou réactionnaires lorsqu'ils organisent une célébration de la Saint-Nicolas, une corrida ou un pèlerinage. En conclusion, ce texte exprime une vision politique au cadre assez flou. S'agit-il de décrire la situation politique française, américaine ou autre chose ? Un excès d'implication personnelle et un manque de méthodologie rendent les catégories de base de l'analyse très ambiguës. Sont-elles raciales ou sociales ? Et quel empire combat-elle ? La mise en accusation de la modernité, concept une fois de plus peu clair, me semble mériter d'être relevé, ainsi que l'approche historique des relations entre Français, Juifs et Maghrébins, qui est largement inspirée de Jean-Paul Sartre. Il me semble difficile d'excuser autant d'approximations, et j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un texte d'une mondialiste libérale qui a une grille de lecture raciste de la société qu'elle n'assume pas, et qui considère peut-être sincèrement qu'il y a actuellement une hiérarchie des races, blancs au-dessus, juifs au milieu et maghrébins en dessous, qu'elle souhaite modifier en fonction de l'échelle des oppressions, et lance un appel aux juifs pour soutenir le projet. Merci, et à une prochaine vidéo.